Allô? Ok, super. Putain, la couleur, elle est dégueulasse. Oh là. Bon, je sais pas, c'est trop bizarre. Yo tout le monde, c'est Sparks. Alors oui, effectivement, vous avez dû le remarquer, moi et la ponctualité, on n'a jamais été très proches. Entre les rendez-vous où je prétends avoir raté le changement d'heure et les fois où je dis être parti alors que je suis encore en train de faire couler mon bain, mes potes m'ont carrément créé un quart d'heure toulousain personnalisé quoi. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, alors savourez délicieusement cette petite touche musicale que je vous apporte sur un coulis de punchline. Et allez, c'est encore la ponctualité qui divorce ou les voisins qui portent plainte pour mes kick-up tempo? Ah, la liberté. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue, elle. Non, parce qu'on va pas se mentir, tant qu'on met un pied dehors, on marche quand même sur un terrain miné. Mais enfin, faites attention à vous, protégez-vous surtout. Non, ça c'était pour un autre truc, ça. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve sur un contenu un peu plus détente que la dernière fois, qui j'espère vous apprendra quelque chose sur l'industrie de la musique et éclaircira vos lanternes. Du coup, qu'est-ce qu'un label, un sous-label, qui gère ça, comment ça marche, comment on fait pour atteindre ces fameuses productions professionnelles? Vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Allez hop, jingle, c'est parti. Jugez pas, ok? On fait avec les moyens du bord. Bon, pour que vous compreniez un peu mieux et que l'on fasse jouer votre pratique, je vous propose que l'on se mette le temps d'une vidéo dans la peau d'un artiste. Et puis franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas l'âme d'un artiste au fond de chacun de nous? Ok, disons que vous avez enfin, après tant d'attentes et de péripéties, réussi à finir votre premier morceau. Il est là, il est beau, tout frais, et vous en êtes fiers, comme lorsque vous mettez votre première branlée à Smash Bros. Mais arrivera bien le moment de vous dire, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ok, vous m'avez vu venir, on va ici parler de ces fameux labels. Mais avant toute chose, je voulais quand même appuyer sur un certain point. Sans rentrer dans les détails, sachez qu'un label amène un son à la base standard, dans une qualité bien plus avancée, lui donnant donc un statut professionnel et officiel. Donc, le simple fait de signer un single ou un disque avec ce genre d'organisation, aussi appelée maison de disques d'ailleurs, est certes prometteur, mais inclut des responsabilités et des attentes conséquentes. C'est pourquoi je conseille à toute personne n'ayant pas leur produit fini ou qui ne soit pas totalement satisfaite de leurs résultats, de bien prendre tous ces éléments en considération, quitte à remettre en question la qualité de leur travail. Petit conseil donné par un ami à moi que vous connaissez très sûrement nommé F-Noise, lorsqu'un label écoute votre morceau et voit votre nom pour la première fois, il se fera automatiquement une idée de votre niveau de production et de la qualité de votre travail. Alors faites bien attention à ça et n'envoyez pas des travaux mâchés ou des croquis si vous pensez qu'ils ne sont pas totalement terminés. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de garder vos premiers morceaux, remix ou mash-up pour fidéliser votre audience en la mettant, je sais pas, en téléchargement gratuit par exemple. Et surtout, ne négligez pas les droits d'auteur. Beaucoup d'artistes réputés et signés dans les plus gros labels internationaux et parfois même reconnus mondialement attendent des mois voire des années pour discuter des accords et des contrats avec les autres labels et agences afin de se protéger avant de sortir leur remix ou bootleg. Effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de sortir légalement un remix si vous disposez des autorisations nécessaires de la part de l'artiste initial. C'est d'ailleurs comme cela que l'on voit beaucoup de variantes de gros singles, aussi appelés remixes, parfois déclinés sous plusieurs volumes. Ceci permet de transformer un morceau originalement typé pop, par exemple, dans un style beaucoup plus banger, pour permettre à l'artiste de le jouer en festival et donner une ambiance vachement plus importante, et aussi, entre nous, créer une communication un peu plus conséquente. Now you know who the fuck I am. Who the hell? Mais dans ce genre de cas, c'est généralement l'artiste ou son équipe, évidemment, qui vient vers vous pour vous émettre ce genre de proposition. Mais bon, ne rêvons pas, on n'en est pas encore là. Voilà pourquoi, par exemple, je n'ai pas pu sortir mon remix de Him and I, qui a pourtant pas mal marché, sur des plateformes de streaming telles que Spotify ou Apple Music. Imaginez ma peine lorsque j'ai appris par un artiste de chez Dogfight que je ne pourrais pas sortir mon morceau chez eux à cause d'un seul sample de voix. Ouais, j'avais le seum. Mais bon, il va sans dire que je n'ai pas grand chose non plus à apporter à Sony Music pour qu'il me donne quelconque autorisation. Mais il faut savoir accepter les contraintes. Alors, faire des remixes pour gagner en inspiration, oui d'accord, mais n'hésitez pas à continuer à produire du contenu original pour qui sait un jour signer votre premier titre. Bon allez, voyons quelques exemples de labels ainsi que leurs représentants pour essayer de comprendre un peu mieux tout ce fonctionnement.
Si le système est assez traditionnel et simple à comprendre lorsque l'on parle de musique underground, ça devient très rapidement plus complexe lorsque l'on s'ouvre à des styles un peu plus généraux. Je vous explique. Dans le cas des 3 plus gros labels internationaux, donc Universal Music, Sony Music et Warner Music. On n'a pas une, mais bien plusieurs organisations qui constituent ces machines industrielles du monde de la musique. Oh, excusez-moi, est-ce qu'on peut afficher en bas de l'écran un petit compteur du nombre de fois où j'aurais dit le mot musique dans cette vidéo? Non. Yes, merci. Ces entreprises sont divisées en sous-labels qui se regroupent chacun dans un style bien particulier. Évidemment, vous pourrez retrouver toutes les informations sur leur site officiel, mais je vais déjà vous orienter un petit peu pour que vous compreniez plus facilement cette vidéo. Si ces 3 monstres que je viens de vous citer sont généralement concentrés sur le territoire américain, il faut savoir qu'une bonne partie des professionnels de l'industrie de la musique électronique sont plutôt situés aux Pays-Bas. Évidemment, c'est pareil pour nos chers labels. Dans l'EDM standard par exemple, on retrouve dans le top 10 des plus gros DJ internationaux, tous styles confondus, les Hollandais Martin Garrix, Tiesto, Don Diablo, Nicky Romero ou encore Hardwell. Et ces gars-là, il faut savoir qu'ils sont à la tête des plus gros labels du mouvement, donc Stampede, Musical Freedom, Hexagon, Protocol ou encore Revealed Recordings par exemple, qui représentent une des plus grosses parties de l'industrie évidemment. Et enfin, on ne peut pas parler de label EDM sans citer le mastodonte Spinnin' Records, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a été racheté par Warner Music il y a 10 ans pour la modique somme de, attention, 100 millions de dollars. Ouais, de quoi s'acheter un petit A320 des familles. Rien que ça. Bon bref, on s'en bat les couilles. Mais une fois de plus, c'est encore un peu différent parce que cette fois, c'est pas un artiste qui a lancé Spinnin', c'est 2 mecs totalement random, bon un peu intégrés dans le milieu quand même, qui il y a 20 ans ont décidé de créer le label qui a aujourd'hui signé les plus gros artistes que vous connaissez tous. Donc ouais. C'est assez ouf quand même. Spinnin' Records contient aujourd'hui plus de 30 sous-labels, dont celui de Tiesto et de Don Diablo. Donc c'est pas non plus des mini-trucs. Ensuite, on a la branche RCA Records de Sony Music qui, quant à elle, signe directement des artistes du monde EDM en partenariat avec leurs labels initiaux. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un peu plus clair. Donc, prenons par exemple Martin Garrix. Oui, je sais, c'était prévisible. Mais bref, quand il sort son plus gros hit In the Name of Love sur son label Stampede Records, il faut savoir que celui-ci est aussi automatiquement signé sur les branches RCA et Columbia de Sony Music, respectivement américaine et anglaise. Enfin bref, c'était juste un petit exemple pour vous illustrer le travail des sous-labels et branches que peuvent avoir Sony ou Universal. Mais reprenons l'exemple de Tiesto. Donc le mec, faut savoir qu'il est déjà numéro 1 en 2004 dans le premier top 100 DJ Mag. Et bien évidemment, il est resté dans le top 10 depuis. Ça fait quand même plus de 16 ans les gars. Autant vous dire que le mec a un sacré background. Ok soit, il monte son propre label Musical Freedom. Celui-ci est automatiquement signé chez Spinnin', qui est un des plus gros labels internationaux de musique électronique, je le rappelle. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Spinnin' a été racheté par Universal, qui lui est le plus gros label du monde, tout style confondu. Alors imaginez un peu le poids que fait le mec dans le monde de la musique. Comme quoi les DJ, ils sont pas n'importe qui non plus. Et c'est pareil pour Oliver Heldens. Il a fait son label L-Deep, qui a été signé chez Spinnin' et enfin racheté par Universal. Je vous fais cette petite voix off pour rectifier 2-3 informations qui n'allaient pas dans la séquence précédente. Alors, effectivement, Universal est le plus gros label de musique, tout style confondu, au monde. Ça, c'est vrai. Par contre, Spinnin' a été racheté par Warner, qui, quant à lui, est le 3e plus gros label de musique, tout style confondu, au monde. Vous me direz, c'est pas trop important, mais au minimum, maintenant, ça mérite d'être clair. Allez, c'est parti, on reprend. Et d'ailleurs, Oliver Heldens, comme Martin Garrix, lui est aussi signé en contrat perso chez Sony Music Angleterre. Tout ça pour vous dire les gars, quand vous envoyez une démo à ce genre d'organisation, réfléchissez bien et soyez sûr de vous. Faites attention quand vous réalisez un peu l'impact que peut avoir l'industrie de la musique sur le monde. En fait. Et d'ailleurs, on a un peu la même configuration dans la trance avec Armada au même niveau que Spinnin', qui lui cette fois contient 48 sous-labels. Rien que ça. On y retrouve donc les fameux Armind de Armin van Buuren, Smash the House des Belges Dimitri Vegas et Like Mike, ou encore Rave Culture de W&W. Et bon, à part pour le cas de Dimitri Vegas et Like Mike, étant donné que comme je viens de vous le dire, ils sont belges, vous pourrez quand même constater que tous ces labels constituent un poids colossal pour la Hollande au sein de l'industrie de la musique électronique. Mais bon, rassurez-vous, ce n'est pas pareil dans tous les milieux. Pour revenir un peu sur Terre et comprendre le fonctionnement de la hard music dans tout ça, étant donné que bon, je sais que c'est ce qui intéresse la plupart d'entre vous, on va voir quelques déclinaisons du mouvement et leurs labels attribués. Pour ceux qui ne savent pas, on va plutôt privilégier Beatport ou iTunes pour la revente numérique de musique électronique traditionnelle, grâce notamment à leur très fameux classement quant à l'évaluation de la notoriété d'un morceau, très utile ensuite pour pouvoir réunir les plus gros acteurs de la musique et rediriger le public vers les morceaux avec le plus d'audience.
Un peu comme une radio en fait. Et même si l'on reprend certains codes, le mode de fonctionnement est un peu différent dans la hard music. Effectivement, déjà, on a un mode de publication assez standard étant donné que l'on tourne autour de 2 plateformes principales. J'aurais cité Artunes et Artstyle.com. Bon, je vous apprends rien, Artunes de son côté s'occupera plus de sortir tous les morceaux hardcore techno pour le grand public, donc tous leurs sous-genres uptempo, Frenchcore, industrial, etc. Et Artstyle de son côté, lui, se chargera plutôt de sortir du jazz et de la country. Non, je déconne évidemment. Ouais, c'est marrant. Ainsi, les labels de hard music se replient principalement sur ces 2 plateformes, histoire de regrouper un peu tout le contenu. Pour faire simple, les machines industrielles du milieu restent sans surprise encore une fois en Hollande, étant donné que l'on retrouve par exemple les grands Masters of Hardcore, Neophyte Records pour le hardcore mainstream, End of Line, Roo States, Resolve Records ou encore Minus Is More dans l'euro, Dirty Works, Art of Creation et Scantrax dans le hardstyle je dirais, Party Riser Recordings et 666 pour le uptempo, évidemment Peacock Records pour le Frenchcore, et enfin on aura Third Movement et Prospect Recordings dans l'industrial. A noter que récemment on peut voir l'immense organisation Q-Dance sortir son propre label Core, sur lequel il signera les plus grands artistes du genre, tous styles confondus bien évidemment. Et enfin je tiens aussi à mentionner Da Playa, qui l'année dernière décida de sortir son propre label State of Anarchy, sur lequel il commence avec son dernier album, dont nous avons parlé dans ma dernière vidéo. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, mais cliquez là. Attendez, ne partez pas, évidemment. Vous y allez après cette vidéo. Punaise, il faudra que je prenne des cours de com, moi. Bien évidemment, il en existe encore beaucoup plus, mais tous les noms que je viens de vous citer définissent quand même une majeure partie de l'industrie dans la hard music. Je pense par exemple à Anzim Records, le label d'Ophidian dans l'industrial, ou bien très récemment à Afterlife Recording. qui vient d'arriver dans le mainstream, qui sont pas négligeables, mais pour l'instant restent quand même vachement en dessous de tous les autres. Ça va être le bordel encore cette vidéo. Dans le reste de l'Europe, on note une certaine volonté des artistes hard music de rester quand même un maximum indépendants dans leur production. En effet, si les Italiens tournaient tous plus ou moins autour du label Traxtorm Records il y a plusieurs années, on note aujourd'hui une grosse concentration du hardcore mainstream sur Dogfight Records, mêlant des têtes d'affiche internationales telles que Mad Dog, évidemment son créateur, ou encore Noise Suppressor, à des plus jeunes recrues très talentueuses d'ailleurs, comme Odium ou bien Stéréotype, avec un concept super original de mélanger trance et hardcore. Truly alive. En revanche, pour Andy the Core et Sick Squad avec leur style un peu plus agressif, on préfère rester chez Traxtorm en créant un label au nom de leur fameux groupe avec Mechano Twins, Brutali. Enfin, un des plus gros labels d'euro depuis toujours en Italie reste sans surprise, vous le connaissez tous, Gearbox, évidemment. Celui-ci se décline d'ailleurs sur plusieurs branches. Ok, voilà. Ça va mieux. Ok, je disais, celui-ci se décline d'ailleurs sous plusieurs branches, comme vous pouvez très souvent le voir dans le hardstyle. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'euro est un sous-genre de hardstyle. Nous avons donc d'une part Gearbox Digital, que vous connaissez tous, avec les sons iconiques de Malice, Ruler, Crowdex, Encrypta, Luminite et j'en passe. Ensuite, on a Gearbox Euphoria pour des sons, comme son nom l'indique, un peu plus calmes, donc souvent du hardstyle euphorique, mais un peu plus péchu quand même. Et enfin, on a Gearbox Overdrive, qui cette fois a des sonorités très violentes, comme on peut retrouver par exemple avec le dernier album d'Andy the Core. Damn. This is gangsta shit. Du côté de la Belgique, on se concentre énormément sur Footworks, un énorme label créé par Sandy Juarez, réunissant des artistes dans un style divers et varié, quand même plus ou moins regroupés autour du tempo et de l'industrial hardcore. Footworks est aujourd'hui une icône du hardcore, notamment grâce à leur partenariat avec Tomorrowland, qui reste quand même, je le précise, le plus gros festival de musique électronique au monde, et étant donné que depuis 2016, Tomorrowland offre à Footworks une scène dédiée dans leur festival pour toutes les éditions. Il faut savoir qu'à Tomorrowland, les seules organisations proposant de la hard music tous les ans sont Q-Dance, Footworks et enfin Thunderland. On retrouve aussi en Belgique le label Hérésie dirigé par Ignion System, proposant par exemple l'énorme album D-Dub sorti l'année dernière. Et les plus grosses tracks phares du mouvement industriel.
Au Royaume-Uni, on a Darkside Unleashed, qui détient une place assez importante dans le milieu mainstream et surtout hardcore uptempo, sur lequel j'ai d'ailleurs signé ma track avec Strex and Cratch nommée Never Crossed. Un lien s'affiche ici, si vous voulez écouter après la vidéo, bref, instant promo très rapide. Il faut dire que Darkside Unleashed a une importance très capitale, car déjà de base, il amène des sonorités très différentes de ce que peuvent proposer la concurrence dans le milieu, et surtout, il permet au mouvement de s'inscrire dans un pays tel que l'Angleterre, qui de base n'est pas du tout friand de ce genre de musique. Et enfin, vous me voyez venir, on va maintenant s'attaquer au cas de la France, qui elle, pour sa part, est vraiment très active dans le milieu. Si l'on a aujourd'hui de multiples éditeurs dans globalement tous les domaines, il faut savoir que jusqu'à 4 ans en arrière, ce n'était pas vraiment le cas. D'ailleurs, Radium, à ses débuts, il aura créé le premier label hardcore français nommé Audiogenic Records. Et sur ce label, on pourra y retrouver les plus gros artistes de l'époque, tels que Adrenochrome, Sick Squad, Speed Freak ou encore Meisui, que vous connaissez bien aujourd'hui, sous les branches Psychic Genocide et Neurotoxic, par exemple, pour ne citer les plus gros. On a aussi Underground Techno, détenu par Guigou, aujourd'hui leader du marché de la hard music française, grâce à l'expansion de la hard tech il y a quelques années, et aujourd'hui, sur des styles un peu plus énervés, avec notamment Floxitech, Vortex ou Protoxide. Ces deux derniers qui doivent une bonne partie de leur succès grâce à la création de leur propre label à tendance acidcore nommé Omnilab, directement chez Underground Techno. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très intelligent étant donné la rareté des morceaux à tendance acide que l'on peut retrouver aujourd'hui. On note aussi d'autres belles affiliations, telles que par exemple Frenchcore Worldwide du côté de Peacock, qui aura permis de signer Diffrek et Billix à une échelle plus internationale, sur lequel on retrouve aussi l'album de Cefa, Leven is Lichten. Alors, je suis désolé, mais vraiment, le hollandais, c'est pas pour moi. Voilà, vous êtes tous au courant. Plus récemment, on aura Radium qui revient à la charge, cette fois chez Underground Techno, pour créer son nouveau label I Am Frenchcore, ou encore le fameux coup de maître d'il y a plusieurs années par notre cher Billix, qui aura créé You Can Stop the Rave, dont le but sera de mélanger les airs trance et hardcore et raw, sur lequel on verra les collaborations les plus improbables les unes que les autres, mais tout autant réussies évidemment. Vous l'aurez compris, depuis quelques années en France, on aura pu voir toutes nos plus belles têtes d'affiche créer chacun leur tour leur propre label à leur image, tous devenus assez populaires. On aura par exemple Le Bass Records avec Le Basque en totale indépendance cette fois, qui aura lancé des belles têtes d'affiche comme Diffrek ou La Teigne très récemment, ou encore Hardcore France Records par Meisui. C'est donc pour ma part sur ce label que j'ai pu signer ma collaboration avec Meisui nommée Stand Présence, et c'est ainsi que vous pourrez retrouver plein d'artistes internationaux directement sur le label. Pour la petite anecdote, après avoir signé quelques sons à tendance un peu psy sur le label Hardcore France, ils ont décidé de lancer leur propre branche Psy France Records, réunissant donc des sons psy-trance. Et enfin, récemment, on aura pu voir le lancement de la branche Hardstyle France Records, qui aura sûrement lieu pour septembre, enfin, affaire à suivre. Ok, pour récapituler, même si tous ces labels sont généralement basés sur le style Frenchcore, on peut noter quand même une très belle diversité de la part des artistes pour amener leur production vers un style hardcore techno, voire uptempo ou industrial dans certains cas, ce qui est donc une très bonne nouvelle pour les Français. On peut d'ailleurs mentionner le label uptempo totalement indépendant de Goefia, nommé Riot Music, sur lequel elle sort notamment son dernier album, ou encore le trio parisien à la tête de Mandala Records, voulant amener leur propre touche hardstyle en France, aux côtés de Invaders Records, eux pour leur inscrit depuis pas mal d'années. Au final, le hardcore étant un style vachement plus underground et donc beaucoup moins convoité des plus gros, on ne retrouve que très peu d'affiliations dans le milieu, comme on aurait parlé tout à l'heure, notamment avec Spinnin et Warner. Comme par exemple tous les labels français que je vous ai cités tout à l'heure qui publient leur musique chez Underground Techno, ou bien du côté de la Hollande, Master of Hardcore qui récupère Partyriser Recordings après sa réédition en 2017 pour donner ce que vous voyez aujourd'hui sur tous les réseaux. Et franchement, entre nous, d'un côté, c'est vachement top parce que ça donne une opportunité beaucoup plus grande à tous les artistes locaux de pouvoir intégrer ces fameux labels quand même bien instaurés dans l'industrie du hardcore. On aura notamment Billix, Diffrek ou encore Harry Potter il y a quelques années qui signent chez Peacock Records, Hatred ou Goetia qui sortent pas mal de morceaux chez Footworks aussi, ou très récemment Soul Blast qui est rentré chez Partyriser Recordings.
Enfin bref. Écoutez, on va pas se mentir, je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais au moins maintenant vous devriez un peu mieux comprendre le fonctionnement de tous ces labels et surtout vous attribuer un peu plus facilement le label qui correspondrait le mieux à vos productions. Dans tous les cas, la meilleure chose à retenir d'un point de vue artiste, comme je vous ai dit tout à l'heure, est d'attendre d'avoir votre meilleur produit final avant d'envoyer vos démos. Et d'ailleurs, on parle de ça, mais comment ça se passe pour envoyer nos démos en 2020 ? Est-ce qu'on est toujours à l'époque où on arrive avec un single dans la boîte du label pour le faire écouter au manager ? Honnêtement, oui et non. En fait, déjà, dans les styles underground comme le hardcore, on ne se déplace même plus réellement pour signer des contrats, à part réellement les très très grosses industries comme Master of Hardcore ou Dogfight. Et puis, surtout en France, il faut savoir que la plupart des labels sont gérés par les artistes directement depuis leur domicile. Alors, pour vous la faire courte, évidemment que je n'ai pas été dans la maison de Meisui pour signer le contrat de notre collaboration, et pareil pour Strex & Cratch et ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, il y a bien d'autres moyens de maximiser vos chances d'être entendu et donc arriver à votre but. Oh, d'ailleurs, attendez, bougez pas. Vous faites pas un petit bouton s'abonner que je... Ah non, en fait, c'est juste ma poubelle rouge. En attendant, si vous trouvez le bouton par-ci par-là, n'hésitez pas à cliquer dessus et bien entendu, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Enfin bref, on s'égare, revenons à nos moutons. Ok, on est d'accord, il va vraiment falloir que je bosse sur mes jingles. Enfin bref, du coup, la première option que vous avez pour envoyer votre démo à un label reste le bon vieux mail classique, tout en mettant votre espoir de côté bien entendu et en croisant les doigts pour obtenir une réponse. Déjà, il faut savoir que plus vous produisez dans un style qui est coté, donc l'EDM, la techno, moins vous aurez de chances d'être entendu. Effectivement, c'est l'éternel problème de l'offre et de la demande. Et d'un côté, ça se comprend totalement avec les exemples que je vous ai cités juste avant. Toucher un label national avec à la tête un artiste totalement abordable en soirée comme Meisui, Radium ou Bilix n'est pas du tout la même histoire que d'écrire à une multifirme internationale comme Warner ou Universal. Yes, it's true. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, déjà, est de base de ne jamais rien attendre en retour. Et puis, dans tous les cas, vous serez ravis à la fin si vous avez, pourquoi pas, une belle surprise. De plus, si vous commencez et que c'est votre première release, rien ne vous empêche d'écrire à tous les labels que vous aimez, à condition, évidemment, que votre morceau soit dans le style correspondant. Combien de personnes se sont vues refuser leur track pourtant génial, juste parce qu'elle ne correspondait pas du tout au label? Et c'est vachement dommage. Choisir un label, c'est comme définir votre audience. Ouais, mon pote. Seulement, si vous faites ça, pensez à bien rester honnête. Si vous voulez absolument rentrer dans un label en particulier, c'est très honorable et vous devriez le mentionner. Mais maximiser toutes ses chances en vendant un bon produit à plusieurs consommateurs, c'est tout à fait honorable aussi. Par contre, mentir, ça l'est beaucoup moins. Alors surtout, ne vous survendez pas et dites seulement la vérité. Vous allez forcément partir sur un avis négatif si le label ne se reconnaît absolument pas dans le style de votre morceau, même s'il est super bien produit, hein. Je veux dire, c'est comme si vous pensiez à jouer du Patrick Sébastien à l'église. Ça va pas ensemble, donc on le fait pas, c'est tout. Pourtant, entre nous, même si on peut débattre de la qualité des morceaux, on peut dire que notre petit patoche, il est pas à plaindre, hein. Je suis un privilégié, attends. Franchement, et vous pensez qu'il a réussi comment ce monsieur-là? Sûrement car il avait compris qu'en ciblant les grandes fêtes réunissant plusieurs générations, il en ferait danser plus d'un. Et ce, malgré une musique simple et répétitive, qui de base ne fait pas l'unanimité de tous, étant donné que, comme vous l'imaginez, on ne retrouve pas Patrick Sébastien dans toutes les playlists de nos téléphones. Tu sais, les copains dans les soirées, ils ont envie de sauter partout. J'ai testé ça dans des anniversaires, dans des mariages. Ils dansent, ils chantent, voilà. Alors, faites-moi plaisir, prenez 2 minutes de plus et réfléchissez bien si le label concerné définit réellement le style de votre musique. Et surtout, n'envoyez pas du drum code à un label de Deep House, ok? Ensuite, un autre conseil super important est d'essayer de mettre en avant ce que vous pourriez leur apporter plutôt que ce que vous attendez de leur part. Effectivement, le simple fait de dire que vous proposez un son gratuitement pour alimenter la playlist des artistes et pourquoi pas mentionner le fait qu'il vous serait intéressant de recevoir une critique si écoute de leur part est tout de suite mieux reçu que de rentrer dans une énième démarche d'écoute de démo plus éventuelle release. C'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Aussi, ce ne seront pas des robots qui vous liront, mais bel et bien des humains, en plus d'être des professionnels du métier. Donc, sans raconter votre vie, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites, une petite biographie pour définir votre niveau, le style de votre morceau et ce que vous recherchez à travers l'écrit de votre mail. Ceci, en plus de vous donner une bonne image, montrera que vous avez des connaissances sur les enjeux de votre démarche. En fait, tout ça, ça sert juste à vous faire passer pour quelqu'un de mature, professionnel, intelligent, enfin, quelqu'un qui a la tête sur les épaules plutôt qu'un autre novice ne cherchant que la gloire et pourquoi pas l'argent. I need money.
Enfin, un autre point vachement important est de n'envoyer que des sons finis et de préférence masterisés. Alors oui, effectivement, les labels sont connus pour remasteriser les sons à leur goût et faire en sorte que tout sonne un peu pareil pour définir en fait le style et la patte du label. Mais dans tous les cas, le fait d'envoyer un son masterisé déjà aura une écoute beaucoup plus claire et nette pour eux, et en plus de ça, ça montrera un certain professionnalisme de votre part. Alors, gardez votre version non masterisée mixée au cas où ils vous la demandent et envoyez-leur une version masterisée. Et enfin, dans tous les cas, si vous n'avez pas fait de master ou que pour X ou Y raison vous préférez l'envoyer sans, n'oubliez pas de mentionner no master entre parenthèses dans le titre de votre morceau. Ensuite, envoyer un son à, je sais pas moi, 2h du mat, ça c'est ciao. C'est comme un lien WeTransfer. Vous pouvez pas attendre une réponse favorable de la part d'un label si vous émettez une deadline de 7 jours d'entrée de jeu. Donc, tout ça, on oublie. Inscrivez-vous plutôt sur Dropbox et le tour est joué. Pourquoi tu cries? C'est comme envoyer son son en pièces jointes par mail. Les boîtes mail des labels sont complètement full. Alors vous voulez pas leur rajouter 30 mégas de morceaux à chaque fois que vous allez envoyer une démo. D'ailleurs, j'y pense. Un autre point super important. Ne mettez jamais votre morceau public ailleurs. Et n'envoyez que des liens privés. Alors, je sais pas, ça dépend vraiment des labels et je pense que plus vous montez vers le DM, moins c'est bien reçu. Mais il y a des endroits où ils vous demandent des liens privés SoundCloud. Y a pas de souci, mais vous imaginez bien que DJ Snake, il va pas sortir son dernier morceau Trust Nobody que tout le monde attend depuis des mois sur YouTube avant qu'elle soit disponible sur Spotify et Apple Music. Sinon, il n'y a plus aucun intérêt. Tout le monde riperait sa musique. Bah, c'est pareil pour vous. Un label, il a besoin d'une exclusivité. Et si vous mettez votre son quelque part et que le label s'en rend compte, il voudra plus signer votre morceau. Parce pas pour rien qu'on parle de sortie officielle. D'ailleurs, pour tous les lives donc du Defcon ou du Tomorrowland, parfois les artistes sortent des tracks dites unreleased, donc ID pour Identification. Ensuite, vous avez souvent des rediffusions de ces streams sur les plateformes comme YouTube ou Facebook, et très souvent, vous réaliserez que les parties où ces tracks étaient à la base joués en live sont tout simplement coupées juste avant leur sortie officielle. Je vous conseille donc de faire attention lorsque vous voulez jouer ces tracks que vous voulez envoyer au label. Il y en a qui pardonnent pas, et ce à n'importe quel niveau. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Martin Garrix, en 2017, lors de son closing au Tomorrowland, sur la main stage, avec David Guetta, il a décidé de finir, comme il fait souvent, avec une toute nouvelle track, cette fois-ci en collaboration avec Ellie Goulding. Le seul petit détail, c'est que les managers d'Ellie Goulding, quand ils sont tombés sur la rediffusion, ils ont pas trop kiffé la démarche, pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas pu faire écouter la version finale à Ellie avant que Martin la joue. Au final, plus tard sur les réseaux, Ellie Goulding a avoué que ça la dérangeait pas tant que ça, mais les managers, ils en avaient rien à foutre. Ils ont décidé de rompre le contrat et ça a mené à un changement de vocaliste sur la version finale qui se trouve être un homme nommé Jamie Scott. Mais enfin, on va pas se mentir, du haut de ses 21 ans, surtout avec le papa Guetta juste à côté de lui, il avait l'air plutôt sûr de lui, le petit Garrix. Et derrière, il avait pas totalement tort. Déjà, il a fait son kiff et en plus de ça, ça lui a fait un buzz phénoménal. Donc, tout ça pour dire que quelle que soit votre renommée, les managers et labels auront toujours le dessus sur vous. Alors ne jouez pas avec le feu et faites attention à vos actes. Bref, revenons à nos moutons. Lors de votre envoi, privilégiez le MP3, 320 kbps par seconde forcément, au Wave. Même si aujourd'hui, avec les idées reçues, on pense que c'est une grosse différence, en vrai, pas tant que ça, mais dans tous les cas, le temps de téléchargement, lui, sera vachement différent. Donc déjà, c'est la norme actuelle, et en plus de ça, les labels, eux, ils vous attendront pas, alors ne leur compliquez pas la tâche. Et de la même façon que je vous ai dit tout à l'heure de mentionner si votre son est masterisé ou pas dans le titre, faites bien attention à ce que vous mettez, et pensez surtout à mettre votre nom d'artiste à l'intérieur, parce que très souvent, ils téléchargent des immenses compilations de démos, et ils écoutent tout à la chaîne. Donc si ils tombent avec 50 tracks nommés par des numéros, vous comprenez que ça va être assez compliqué pour eux. Alors vous mettez votre nom d'artiste, le nom de votre track, si elle est masterisée ou pas, et c'est bon, votre titre il sera parfait. Enfin, pour être le plus professionnel possible, je vous conseille d'envoyer d'une part un radio edit, en général qui tourne autour de 2 minutes 30 voire 4 minutes pour les plus longs, et un extended mix de 5-6 minutes. Si vous savez toujours pas faire la différence, je vous renvoie une fois de plus vers mon ancienne vidéo, on a déjà traité le sujet. Voilà, tu forces Toufik. Le fait d'envoyer les deux versions montre d'une part que vous connaissez les formats actuels et que vous savez vous plier aux normes du marché. Et ça, c'est un point très positif pour les labels. Le tout avec 2-3 tracks maximum et le tour est joué.
économiser leur temps, vous vous rappelez? Enfin, en dernier point, certes un peu moins important que les autres, mais qui à mon goût compte beaucoup, c'est d'adopter une signature électronique professionnelle, avec d'une part votre nom et prénom, pourquoi pas un logo, et surtout votre numéro de téléphone. Vous ne savez jamais comment les labels ont envie de vous contacter, et si pour eux c'est plus facile de vous envoyer un message ou de vous appeler directement, vous ne voulez pas qu'ils vous zappent tout simplement parce qu'ils ont la flemme de vous contacter. C'est bête, mais c'est tous ces petits détails qui vous permettront de maximiser vos chances de signer votre premier morceau. Alors surtout foncez et ne ratez pas votre occasion. Après, dans tous les cas, si vous êtes sûr de la qualité de votre morceau, qu'il vous plaît réellement et que vous le jugez au-dessus de la norme, ne vous mettez pas la pression. Rien que le fait de terminer son premier morceau de A à Z et d'entamer une réelle démarche professionnelle d'envoi de démo, c'est déjà un énorme pas que vous aurez fait dans votre carrière. D'autant plus que, selon le label que vous visez, vous pouvez parfois attendre des mois, voire ne jamais avoir de réponse du tout. Sachez que dans les grosses entreprises comme Universal ou Warner, ils reçoivent plus de 1000 démos par jour. Alors je vous laisse imaginer le temps que ça prend pour tomber sur votre morceau en particulier. Donc une fois de plus, n'attendez rien, envoyez tout ça et ensuite laissez couler. Vous aurez potentiellement une bonne surprise. Après, vous avez une autre méthode un peu moins traditionnelle mais que j'ai personnellement déjà abordée plusieurs fois. C'est tout simplement de demander un contact professionnel aux artistes lorsque vous les croisez et que vous avez un échange quelconque pendant une soirée. Donc très souvent, ils vous donneront un mail et c'est vachement bien pour aborder un premier échange professionnel et leur envoyer sans prétention votre morceau pour déjà avoir uniquement un ressenti de leur part. Après, évidemment, on parle pas de les spammer et de leur envoyer un mail par jour, mais très souvent et surtout dans un milieu underground tel que le hardcore, les artistes sont très ouverts à découvrir de nouveaux titres et surtout pouvoir jouer de nouvelles exclusivités. D'autant plus qu'après un premier retour de leur part, vous pourrez avoir une première expérience et un premier ressenti de ce que la personne derrière son ordinateur gérant du label pensera de votre composition. You have the and then it dies out over the other one, over the second part, but maybe I would like cut it straight to the answer in a drop. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous munir d'une ou plusieurs clés USB pas très lourdes, 4 Go, je crois que ça coûte moins de 10 balles à Leclerc, sur laquelle vous mettrez un ou plusieurs morceaux, vous la donnez à un artiste et vous attendez qu'il rentre chez lui pour, on ne sait pas, peut-être un retour favorable de sa part. La plupart du temps, cette démarche est plutôt appréciée et dans tous les cas, ça vous fera toujours un premier échange avec un contact professionnel dans le milieu de l'industrie. Aussi, beaucoup d'entre eux seront potentiellement ouverts à vous proposer leurs services. Beaucoup d'entre eux font du mastering pour n'importe qui, payant, certes, mais ça vous donnera déjà une première approche avec un niveau technique professionnel et n'oubliez pas qu'en retour, s'ils font le mastering de votre track, ils auront aussi une idée de votre composition et pourront savoir un peu dans quel univers vous vous trouvez. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu sympathiser avec Blaster, F-Noise ou encore Access One et sans jamais avoir collaboré avec eux, j'ai pu apprendre de leur technique et on a pu échanger autour de mes morceaux, ce qui m'a fait un plaisir immense, vous imaginez bien. Ensuite, de la même façon, pour essayer de vous orienter un petit peu, je peux vous conseiller les tutoriels de Jonas Hayden et Laid Back Luke dans le DM notamment, qui vous montrent plein de choses sur l'univers un peu off du monde de la musique électronique, dont notamment le mix, le mastering, une vidéo un peu comme celle-là pour les distributions de démos. Il faut savoir que Jonas Hayden, c'est un mec qui produit sur le label de Tiesto, on en a parlé tout à l'heure, qui est vachement gros, et Laid Back Luke, lui, de son côté, est à la tête de Mixmash Records, un des plus gros labels aussi dans le DM. Donc voilà, c'est des très bons tutoriels, des très bons conseils, un vrai vlog qui vous montre tout l'envers du décor. Bon, j'ai l'impression qu'avec toutes ces informations, vous devriez quand même y voir un peu plus clair. Comme quoi, un label, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et quel que soit votre niveau, vous avez pas mal d'options qui s'offrent à vous pour, on ne sait pas, un jour pouvoir sortir officiellement votre premier morceau. Alors comme d'habitude, je me répète souvent, mais restez motivés et créatifs surtout, et ne baissez pas les bras. Vous savez, il y a plein d'artistes qui ont une vingtaine, voire des trentaines de musiques, qui n'ont jamais sorti, qui n'ont jamais joué même, tout simplement parce que la meilleure chose pour avancer, c'est de continuer à s'entraîner et de continuer à travailler. Regardez-moi, franchement, ok, j'ai sorti quelques tracks, j'ai fait pas mal de scènes, j'en suis loin d'être au niveau d'Angerfist, et pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 5 ans d'expérience derrière moi. Et ça m'est totalement égal, parce que en 5 ans, j'ai vécu tellement de choses, j'ai croisé tellement de personnes que, même si je suis pas arrivé au niveau que j'aimerais atteindre, je me suis énormément amusé. Il faut pas oublier que dans la musique, c'est quand même ça le principal. Enfin bref, dans tous les cas, ça sert à rien de tergiverser, parce qu'entre vous et moi, je suis sûr que vous êtes des gens motivés. À part ça, je tenais à passer un petit message quant au délai que j'ai
eu par rapport à la sortie de ma dernière vidéo. Honnêtement, beaucoup de personnes le réalisent et j'en suis très reconnaissant, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a souvent du mal à se rendre compte de toutes les heures de travail et tous les efforts qu'il faut fournir pour arriver à un tel résultat. Certes, j'ai de la chance de travailler avec des réels professionnels au final, bien que ce soit mes amis, comme Antoine qui récemment du coup est devenu Athemos Film, qui fait donc mon étalonnage, ou Thomas Bijou, mon cousin, qui travaille sur mon mix, ainsi que tous mes amis qui lisent mes scripts, qui me donnent des idées pour mon contenu et qui entre nous m'empêchent aussi souvent de dire des conneries, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça enlève pas les centaines d'heures que je passe derrière sur la création artistique de la vidéo, le montage, la miniature, le travail après en communication une fois que la vidéo est sortie, avec notamment les sous-titres par exemple. Au final, tout ça pour en venir au fait que je préfère personnellement privilégier la qualité de mon contenu qui sortira peut-être un peu moins souvent, donc une fois par mois, que je trouve personnellement intéressant mais surtout dynamique, plutôt qu'un contenu standard que vous pouvez retrouver souvent avec une échéance de une vidéo par semaine, qui je trouve est quand même vachement omniprésent sur la plateforme, hein, on va pas se mentir. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai tout dit, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées aussi pour un prochain contenu, ça pourrait être pas mal de réaliser un peu vos idées. En attendant, j'espère vraiment que maintenant vous serez plus serein quand vous enverrez vos vidéos ou démos à des labels, et puis surtout que vous ciblerez un peu mieux vos objectifs et aurez une meilleure idée de ce que représente une release officielle sur un label. Comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne, vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, retrouvez tous mes sons sur SoundCloud, et d'ici là, portez-vous bien, restez en forme, enjoy and have fun guys. Ciao.